La professeure Soumia El-Hamassi est la femme sentinelle, la femme chercheuse, l'absolument moderne selon Rimbaud, l'évidemment libre et l'éternellement passionné qui sait, en reprenant Rousseau, porter sa vue au loin, une Danaïde qui emporte plus loin encore l'espérance d'une utopie critique. Chacun d'entre nous garde le souvenir de ces courts empreints d'une gravité enflammée qui annonçait la promesse de la bonne nouvelle et pointait le vrai livre. Cette aura magistrale émane de la stratification des multiples plis de son expérience. Son influence ne se limitait pas aux cours stimulants qu'elle donnait à l'école normale supérieure de Meknès et à la faculté des sciences de l'éducation de Rabat, où elle autochtonisait les dernières avancées de la recherche en didactique. Il n'y a pas à s'y tromper, toutes les problématiques qui sont les nôtres, à nous, ces étudiants du temps passé, ou ces étudiants d'hier, toutes ces problématiques, c'est elle qui les a forgées, pour nous, ces enfants adoptifs, c'est elle qui les a moulées dans une parole cristalline, c'est elle qui nous a appris que la chose didactique est une pratique lucide et exigeante. En effet, à consulter les thèses qu'elle a inspirées et dirigées, une évidence s'impose. Au-delà des aspects thématiques de son influence, l'héritage est avant tout, comme chez tous les pionniers, d'ordre conceptuel. Et les concepts que ces thèses en son honneur véhiculent, en illustrant de la sorte leur vitalité, peuvent, me semble-t-il, se ramener à une réflexion sur les devoirs, les moyens, l'ambition et l'exigence éthique de la didactique. J'ai pu apprécier d'abord, comme tous ceux qui l'ont approché, son ouverture aux autres, sa générosité tant humaine qu'intellectuelle. Elle incarne l'idée oblative, chère à Verlaine, « Voici mon cœur », dit-il dans Green. N'empêche qu'il y a dans cet esprit généreux une lame qui luit, et un tropisme qui se révolte contre le scandale de l'injustice et de l'injustification, et qui s'éloigne des philistins et des codificateurs de l'externation. Pour elle, il n'y a transcendance que celle du signe majuscule qui garde intact l'étonnement premier et intense. La professeure Soumia El-Hamassi a toujours eu cette capacité à résister, à fondre dans le décor général. Elle est un être immersible et non miscible. Professeur Soumia El-Hamassi est en avance sur son temps. Son amour des lettres, sa conscience de la relativité du savoir et son sens aigu du travail scientifique l'amènent à naviguer sans cesse de la littérature à la didactique et à la philosophie. Elle a bien été le pivot autour duquel on a pu construire tout un champ épistémique nouveau. Elle avait également apporté à la faculté des sciences de l'éducation la référence universitaire. Elle y a semé la passion et l'éthique de la recherche. L'aventure des séminaires et des colloques interdisciplinaires est largement ouverte sur l'extérieur qu'elle avait fondé et qu'elle animait avec ferveur, a inscrit les doctorants et les universitaires marocains dans une zone de vigilance réflexive, lieu d'initiation holistique pour une véritable communauté de recherche, animée par un même style et une même dévotion. La réputation de Mme Soumia El-Hamassi irradie largement par-delà les frontières. Bon, je m'arrête là, je crois. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Pour toi, Sonia, c'est que je te dois beaucoup. Sans toi, je ne serais pas ici. L'intitulé de cette communication, vers un curriculum transitoire du français et le cas des écoles primaires. Donc je vais commencer par une lapalissade. C'est-à-dire que la cause de l'éducation actuellement arrive en tête des priorités de l'État marocain, bien sûr après celle de l'éducation éditoriale, mais c'est une cause qui peine à performer. C'est ça le paradoxe. Donc c'est dire que l'éducation est en crise. Ça, c'est un nouveau paradigme maintenant qui est même, c'est un élément de langage même des officiers. Donc, le nouveau modèle de développement, comme vous le savez, c'est un texte sur lequel on a fondé des décisions, par identifier une triple crise, 3 crises. La première crise, la crise de confiance. Deuxième crise, c'est la crise de la vocation. Et la troisième crise, c'est la crise de l'apprentissage. Crise de confiance, c'est-à-dire que les familles marocaines n'ont plus confiance en l'école marocaine, en l'enseignant, etc. Et donc c'est tout le défi de comment rapatrier le citoyen marocain, comment concilier le citoyen marocain à l'école marocaine publique. La troisième crise, c'est la crise de l'apprentissage, c'est elle qui est importante. C'est-à-dire que l'effort scolaire, plutôt l'offre scolaire qui est là, est de piètre qualité.
Donc, comment améliorer sa qualité. Donc, c'est toute, si vous voulez, la thèse derrière, ou l'idée mobilisatrice derrière, un peu ce qu'on est en train d'entreprendre actuellement, qui s'appelle communément, vous avez sûrement entendu, parce que c'est un objet qui est maintenant sur les télés et la radio, les écoles primaires. Donc, bien sûr, il y a d'autres questions. La question linguistique, c'est la langue d'enseignement d'apprentissage, la démobilisation enseignante, la gratuité, etc. Donc, ce sont des sujets qui sont encore en tension. Et ce qui alimente encore cette crise au niveau des sphères d'éducation, c'est que c'est un secteur qui est... Il y a beaucoup d'idéologie, il y a beaucoup de, disons, de surenchère politique, de corporatisme, etc., qui sévissent encore dans ce cas. Donc, une petite question, c'est un questionnement essentiel. Quelle réforme curriculaire pour l'avenir de l'école marocaine? Quel avenir pour la réforme curriculaire à l'école marocaine? C'est un jeu de mots, mais ça, si vous voulez, ça cristallise un peu l'essentiel. C'est vrai que l'école marocaine, c'est important pour la société, la société démocratique, etc. Mais ça passe par la réflexion sur le curriculum. Donc, le curriculum, c'est un passage obligé pour aller vers cette téléologie, si vous voulez, de la société démocratique marocaine. Et entre-temps, c'est un peu la promotion de la feuille de route. Donc c'est un peu les objectifs stratégiques de la feuille de route. Donc 3 objectifs stratégiques, c'est garantir la qualité des apprentissages, c'est-à-dire comment passer donc de cette offre de qualité vers un apprentissage de qualité qui a un impact, etc. Deuxièmement, favoriser l'épanouissement et le civisme. Vous savez qu'actuellement, par exemple, dans le parascolaire, qui est une composante de l'école marocaine, seuls 25% d'élèves sont intégrés dans des clubs, etc. Donc comment faire en sorte que vous avez ces chiffrés, doubler le taux des élèves bénéficiant d'activités parascolaires. C'est-à-dire comment passer de 25 à 50%. Et le troisième point, c'est rendre effective la scolarité obligatoire. Donc là, c'est un peu le bas blesse. C'est là où vraiment le mal éducatif par excellence, c'est la déperdition scolaire, le décrochage scolaire. Donc, nous avons actuellement, chaque année, presque 300 000 élèves qui décrochent. Donc sans diplôme, c'est pareil. Vous avez peut-être vu le rapport du Conseil économique et social et de l'environnement, où on nous parle de maintenant de 1,5 million. Ça veut dire que c'est des élèves, c'est des enfants entre 15 et 26 ans, qui ne sont ni à l'école, ni n'ont pas d'emploi, ils ne sont pas formés. Donc c'est une bombe à retardement. Alors maintenant, si on affine un peu la problématique de manière... donc, 2 questions fondamentales qui animent ce travail. Qu'est-il indispensable que les élèves marocains maîtrisent pour poursuivre un chemin de formation épanouissant, leur permettant d'être acteurs cultivés, lucides, solidaires, engagés dans leur établissement, leur région, leur pays et dans le monde? Comment les évaluations? On intègre maintenant une nouvelle base, c'est l'évaluation, c'est très important. Vous allez voir que toute la réforme a intégré, en fait, la réforme actuelle a intégré cette culture de l'évaluation. Et apparemment, c'est très important de travailler sur la data, etc. Donc, comment les évaluations des acquis des élèves, celles du travail enseignant et celles du fonctionnement des établissements sont-elles utilisées dans la réécriture du curriculum en transition? Transition, c'est... Je vais parler d'une double question. Du moment qu'on va parler du français, il y a une question statutaire, celle du français et celle du curriculum en devenir. Qu'est-ce que le français à l'école marocaine? Le statut du français à l'école marocaine. Donc j'ai essayé de caractériser à travers toute une littérature scientifique, mais également avec des données sur le réel. C'est une discipline surdéterminée. Surdéterminée, ça veut dire, c'est vrai que c'est le français à l'école, mais c'est un français, c'est une langue qui est objet de débats politiques, politiciens, etc. Donc, une discipline sensible, pour reprendre l'auteur, une discipline improbable, une discipline augmentée. C'est-à-dire augmenté dans le sens, c'est pas technologique, mais c'est parce que c'est une discipline à la fois, c'est du français enseigné et français d'enseignement. Donc on a intégré le côté technique, scientifique. Maintenant, désormais, on enseigne
les matières scientifiques en français, ce qu'on appelle communément les DM, les disciplines linguistiques, mais c'est un peu approximatif. C'est une discipline formelle et prescriptive, il y a beaucoup de grammaire, peut-être là aussi c'est un problème. C'est une discipline génératrice de génisme et d'échecs. Par exemple, au Maroc, d'après les statistiques soit officielles, soit des analyses de recherche, ce sont les mathématiques et le français qui sont les disciplines les plus génératrices d'échecs scolaires. Donc c'est pour ça qu'on a, vous allez voir qu'on a fait beaucoup de choses en maths et en français au collège et au primaire. C'est une discipline mal aimée. Je ne sais pas, ça c'est un ressenti. Bon, c'est un peu d'histoire si vous voulez, c'est l'histoire des réformes, mais tout en intégrant le français. C'est-à-dire que le français, depuis avant 99, j'ai appelé ça de la préhistoire. Donc c'est-à-dire avant la charte, avant le consensus sociétal, etc. Donc il y a beaucoup de... Donc on a fini avec la PPO, avec la pédagogie par objectif, tout ce qui est véritable, et on a autochtonisé ce qu'on appelle le modèle APC, l'approche par compétence. Et depuis, il y a une série de changements au niveau du français. Vous pouvez faire une lecture synthétique par la suite, mais j'ai appelé ça palinodie 1, palinodie 2, palinodie... Donc il y a, on se rétracte, parfois on se rétracte, c'est-à-dire qu'il y a des hésitations au niveau du statut du français, de l'enseignabilité du français, etc. Donc ça c'est un autre... Alors un curriculum transitoire en conscience. Bon, j'ai repéré, j'ai appelé ça 12 nœuds. C'est-à-dire que le curriculum que nous sommes en train de forger, c'est un curriculum transitoire. Pourquoi? Qu'est-ce qui détermine un peu cette fracture transitoire? Il y a une tension entre une vision séquente et une vision globale. Pour les grammairiens, ils savent que c'est le passé simple et l'imparfait. Donc, ce qu'on est en train de faire là, au niveau de la réforme, est-ce que ça va durer, ou bien c'est juste une parenthèse sur laquelle on va greffer le vrai curriculum qui va venir par la suite, qui est générique, au sens anglo-saxon, c'est tout le curriculum depuis l'axiologie jusqu'au dispositif de réflexion. C'est une tension entre le pragmatisme et le programmatisme. Là, c'est parce qu'avant, on avait un curriculum, ce qu'on appelle un curriculum révisé, etc. Mais ça ne prend pas. Donc, il y a un problème. Donc, soit on adopte des postures pragmatiques parfois à telle enseigne qu'on peut se mettre en scène comme étant artisanal, mais ce n'est pas de la scientificité, c'est de l'artisanat, mais c'est peut-être le réalisme qui le dit. Tension entre l'équité et l'iniquité. Donc j'ai parlé de décrochage scolaire, donc le français est, comme je dis, est générateur d'échecs scolaires, donc il faut agir à ce niveau. La tension entre l'ingénierie experte et l'agir artisanal. C'est ça, parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on est en train de forger, il y a certes des experts, mais c'est surtout des inspecteurs, des enseignants qui forgent un peu le curriculum. Donc on verse pour le veuille non dans l'artisanat. Donc comment concilier ces deux termes? Il y a une tension entre la didactique disciplinaire et la didactique professionnelle. Vous allez voir qu'il y a une nouvelle génération de formation des enseignants. Ce n'est pas comme avant, c'est une formation certifiante, c'est une formation pratico-pratique, etc. Donc il y a tout un paradigme nouveau de la formation. Et une tension entre le prescrit, le réalisé, le caché et l'évalué, ça c'est de la littérature sur les curricula. Maintenant c'est comment, si vous voulez, comment rattacher le prescrit à l'évalué, comment rendre l'entropie nulle, c'est-à-dire que ce qui s'enseigne s'évalue, que ce qui s'évalue est appris, etc. Donc, et qu'il n'y ait pas de décalage, d'écart entre les strates du curriculum. La tension entre la thèse de la sanctuarisation de l'école et la propension à l'ouverture à la vie, comme j'ai parlé de l'apprentissage, c'est-à-dire du curriculum pur et dur au sens classique, mais également la vie hors scolaire. C'est-à-dire il y a du savoir qui est déscolarisé, donc comment jongler entre les deux. Parce qu'actuellement, par exemple, ceux qui connaissent un peu l'organigramme du ministère de l'Éducation nationale, on a une direction générale du parascolaire, de la vie scolaire. C'est-à-dire que c'est dans la logique du concepteur, c'est très fondamental. Tension entre disciplinarisme et interdisciplinarité. Là, vous savez que le curriculum marocain fonctionne en silo, c'est disciplinaire, etc. C'est très difficile de faire ce basculement. Tension entre les modes de réécriture curriculaire progressive et radicale. Est-ce qu'on les réécrit de manière progressive ou bien un coup de pied dans la fourmilière et on change tout. Donc là aussi, c'est des décisions. Tension entre l'enseignement explicite et l'enseignement heuristique. Là, c'est peut-être le point de fuite de toute cette liste à la Prévert. C'est-à-dire, parce qu'avant, c'était un enseignement,
au niveau discursif, c'est un enseignement heuristique basé sur la découverte, le socio-constructivisme, etc. C'est ça le paradigme où on a installé la réforme. Maintenant, il y a un nouveau venu, c'est l'enseignement explicite. Enfin, depuis 50 ans, mais au Maroc, c'est peut-être la première fois qu'on a noué avec cet enseignement explicite. Je vais en parler brièvement. Et bien sûr, il y a des partisans de l'explicite, des partisans de l'heuristique, etc. Donc comment faire cohabiter, comment concilier les deux, c'est un travail à faire. Tension entre logique curative et préventive, c'est-à-dire, je veux dire, logique curative, c'est ce qu'on appelle comme inévitable, et préventive, c'est l'explicite. Donc, bref, une réforme curriculaire actuelle, elle est jaculatoire, résomptive et brodélienne. Pardonnez les historiens. Jaculatoire, ça veut dire c'est une tension. C'est-à-dire qu'on a une réforme qui est mise en place sur le mode de l'intense. Résomptive, ça veut dire que là, ça va réparer les choses. Et brodélienne, ça veut dire qu'il y a des temporalités différentes de la réforme. Il y a une temporalité urgente où on est en train de produire toute cette stratégie comme, etc. Et il y a une temporalité, réflexion de temps, qui va venir après et qu'il faut savoir connecter par la suite. Donc, je vais faire une rétrospection rapidement. Pourquoi entamer une nouvelle réforme? Le diagnostic est inquiétant, il est partagé, c'est objet d'unanimité, que ce soit au niveau des officiels, au niveau des militants, des pédagogistes, etc. Tout le monde est d'accord sur le fait que l'école marocaine est malade. Là, vous avez des statistiques à l'appui. Le PNEA, 2017. PNEA, c'est un peu PISA marocain, le Programme national d'évaluation des avis. Donc, 2019, c'est un programme qui évalue le contenu du programme du curriculum marocain. Comme vous avez vu, maintenant, par exemple, pour le français, seuls 27% des élèves qui maîtrisent un peu les compétences de base au niveau du curriculum. Et donc, 70% et les 7%. De l'autre côté, vous avez PISA 2018. Donc, on est classé 75 sur 79, donc on est mal barré. Alors là, c'est un peu le design de la feuille de route. La feuille de route repose sur 3 piliers. L'enseignant, l'élève et l'établissement. L'élève, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a un défaut de maîtrise, des apprentissages, des compétences de base, donc automatiquement, ça verse dans le décrochage scolaire. L'enseignant, absence de ressources pédagogiques, c'est-à-dire on met en cause même les manuels actuels, etc. Il y a absence de formation et absence d'accompagnement au niveau des enseignants, par les formateurs, par les inspecteurs, etc. Et il y a absence de formation, même s'il y a des formations, c'est de piètre qualité. Et l'établissement scolaire, c'est un environnement peu propice à l'apprentissage. Vous voyez, donc on raisonne pas seulement au niveau de la qualité des apprentissages, mais on raisonne climat scolaire de manière générale. Alors maintenant, on passe au volet recherche scientifique pour justifier un peu l'intégration de tout ce qui est explicite dans le curriculum actuel. Donc la recherche scientifique montre que l'enseignant et les méthodes d'enseignement sont parmi les facteurs qui ont le plus grand impact sur les apprentissages. Et là, vous avez les variables regroupées en 6 facteurs, l'enseignant, le programme, les méthodes d'enseignement. Vous voyez, donc ça veut dire que le défi, c'est d'agir sur ces variables. La variable enseignant et la variable méthode d'enseignement. Alors, rapidement, l'enseignement efficace ou l'enseignement explicite, résumé là de manière télégraphique en 12 principes. Donc les 12 principes communs à l'enseignement efficace. Charge cognitive maîtrisée, progressivité, donc comment aligner les contenus. La charge cognitive, c'est comment réduire la charge cognitive. Alignement, objectif, contenu, évaluation. Pas d'ambiguïté, donc il faut jouer le discours de la clarté, etc. Même si on simplifie parfois à outrance. Structure et organisation, verbalisation du raisonnement, rythme soutenu et forte interactivité. Vous allez voir que les gens qui font maintenant, les enseignants et les enseignantes des écoles pionnières, vont vous dire qu'il y a un rythme vraiment soutenu, d'où parfois des colères. Bon. L'étayage et lettres, donc c'est l'enseignant qui était de manière continue dans son enseignement. Les pratiques jusqu'à l'autonomie, vous voyez donc. Je ne sais pas si je peux me permettre de vous dire un peu, de manière un peu caricaturale ce qui se passe. Parce que dans le paradigme d'avant,
bien sûr, on prenait au niveau discursif, on dit l'autonomie, etc. Donc on travaille sur des tâches complexes, on dit que l'élève va se débrouiller, en fin de compte, il est mal armé, donc automatiquement on ne peut pas se débrouiller. Maintenant, on a changé la donne, on va essayer de l'accompagner, le modelage, ensuite pratique guidée, on travaille ensemble, et ce n'est qu'à la fin qu'on va passer à la phase d'autonomie. Vous voyez, donc on a inversé un peu les logiques. Le feedback et la rétroaction, c'est très important. Donc comment rendre constructif le discours enseignant-élève. Évaluation continue et vérification de la maîtrise. Là aussi, c'est parmi les données de la recherche scientifique, il faut évaluer de manière continue, mais évaluer bien sûr de manière bienveillante, à ce que l'évaluation devienne, si vous voulez, en faveur de l'apprentissage et non pas un obstacle. Et bien sûr, à la fin, c'est des révisions des concepts. Donc c'est un peu des principes qui sont connus, mais on a essayé de les compiler, de les consolider dans un seul moule. Et ça a donné un peu ce qu'on est en train de voir, les livrets de compétences, les livrets d'élèves, etc., des écoles primaires. Alors, ces principes impactent l'organisation des contenus, la structure des séances et la posture pédagogique des enseignants. Donc il y a trois variables. On va travailler sur les contenus à partir de ces principes. Donc on doit revoir les contenus. Donc, tout le curriculum est à revoir de manière à le simplifier, à l'étaler dans le temps. On va voir les structures des séances. La séance aura un autre moule méthodologique, donc depuis le modelage, etc., jusqu'à l'autonomie. Et il y aura des postures et des pratiques enseignantes nouvelles. Donc, si vous voulez, ce sont les trois axes d'amélioration de ce curriculum. Bon, le modèle pédagogique des écoles primaires repose sur un quintuple pilier. C'est un pilier curatif, c'est ce qu'on appelle ça. Ça veut dire au début, il y a une remédiation intensive. Le pilier préventif, donc on a changé de méthode d'enseignement. C'est plutôt l'enseignement explicite. Donc automatiquement, l'enseignant aura une grande part dans la prestation. Le pilier formatif, comme je vous ai dit déjà, on aura une nouvelle génération de formation certifiante. Il y a un pilier évaluatif. Il y a maintenant, si vous voulez, on aura des baselines, des endlines, etc. Donc il y a une évaluation continue de la progressivité ou du développement de la compétence chez chaque élève. Et on a enfin un pilier gestionnaire, ça veut dire qu'il y a un système d'information, de la data qui est géré. Donc on peut voir par exemple telle école asilale, tel élève, etc. Quel est ça, est-ce qu'il est candidat au décrochage, donc on va le ramener, etc. Donc, alors là c'est un résumé, si vous voulez, de ce qu'on fait à l'école pionnière. Maintenant pour le... Oui. Pour le français spécifiquement. Donc bien sûr. Monsieur, oui. Encore quelques minutes. D'accord. Rappelez-vous le titre, c'est un curriculum transitoire. Donc il n'est pas moulé dans la définitivité, c'est pas définitif, mais c'est un curriculum transitoire. Donc on va travailler. Donc d'abord c'est le cadre qui s'impose. Donc on a travaillé le niveau A1 et A1+. Pour le... vous voyez donc, si vous voulez, tous les 6 niveaux, première jusqu'à 6e année, c'est deux blocs. Le niveau 1, 2 et 3, c'est le A1, A1+, et le niveau 4, 5 et 6, c'est le niveau A2, A2+. L'année scolaire, ça s'organise ainsi. Donc on a une période table, ça peut aller à 5-6 semaines, et par la suite, c'est l'enseignement explicite. Et c'est l'entrée lexicale qui est importante, parce que pour nous, peut-être que c'est un problème de vocabulaire, etc. Donc, le collège pionnier, idem, c'est la même chose. Donc, pour le collège pionnier, maintenant, on est dans A1, A2. Donc, encore faut-il arrimer les deux. C'est-à-dire que le primaire et le collège, donc c'est une période de transition. C'est pour ça qu'on n'a pas... C'est-à-dire qu'il y a une sorte de débrayage du curriculum. Donc, on a, si vous voulez... Donc, il y a un problème... on peut travailler A1 au niveau du primaire et A1 au niveau du collège, parce que là, c'est ce qu'on a... c'est-à-dire c'est le niveau réel de l'élève. Donc, on suit l'élève dans... sa progression. Hein? On suit l'élève dans sa progression. Sa progression, et on commence à partir du niveau réel de l'élève. D'accord? Parce que les manuels, c'est un peu généraliste.
Maintenant, là, il y a quand même de la personnalisation. Rapidement, dernier point, c'est les postures de l'enseignant en classe. Bon, rapidement, bienveillance, pédagogie, observation active et engagement. Là aussi, oui, c'est peut-être une nouveauté. C'est-à-dire qu'on n'a pas un guide de l'enseignant, mais on a des PPT, des PowerPoint. Donc l'enseignant a tout le script. Le script il est intégral. Parce qu'il faut quand même prendre en compte les enseignants, etc., qui sont peut-être sous-formés, etc. Donc on leur donne au moins le cours scripté intégralement. Et il y avait une petite recherche, je crois que c'est même, on peut la trouver sur Internet. C'est-à-dire qu'un enseignant qui suit de manière scrupuleuse le PowerPoint est plus efficace que celui qui papillonne comme ça. Oui, là c'est peut-être important, on va faire un peu de promo également. Alors là, il y a aussi les évaluations. Vous savez, c'est un projet qui a été évalué. Il a été évalué en interne et en externe. En interne par les associations, CNAD par exemple, par le corps des inspecteurs, par l'INE également, l'instance nationale d'évaluation, qui est rattachée au Conseil supérieur d'éducation, donc c'est une instance officielle et créée. Et il y a aussi une évaluation externe de JPAL. JPAL, c'est un organisme scientifique de recherche qui est rattaché au MIT, Massachusetts Technology. Donc je crois que c'est Studis. Donc la méthodologie d'évaluation, etc. Et on a vu qu'en français, par exemple, il y a quand même une progression très significative. Avant Tarl et après Tarl, donc il y a un test avant, pré-test et post-test, et on a vu qu'il y a un effet Tarl vraiment patent. Citation, à notre connaissance, c'est tiré du rapport de JPAL. À notre connaissance, l'impact global du programme est supérieur à tout impact jamais estimé pour un programme mis en œuvre par un gouvernement. Je ne sais pas s'il y a de l'excès. En tout cas, c'est une instance scientifique très connue. Oui, une autre citation. L'élève moyen d'une école pionnière obtient désormais de meilleurs résultats qu'environ 82% de ses pairs dans les écoles de comparaison qui n'ont pas bénéficié du programme. Donc, c'est-à-dire que les résultats sont encourageants. Nous sommes arrivés donc à cet enseignement explicite dont vous avez parlé. Alors, donc, vous avez parlé d'un certain nombre, je vais faire bref pour laisser la parole, on y en reparle. Vous avez parlé donc de cette tension entre les différents donc, paramètres de l'enseignement. Et vous avez installé donc l'école pionnière et l'enseignement explicite, ce qu'il propose. Vous avez cité donc les 12 principes de cet enseignement que vous qualifiez d'efficace. Et vous, bien sûr, postulez qu'il faut passer par le curricula, bien sûr, par une révision de ce curriculum, que vous qualifiez aussi de transitoire, et dont le contenu de cette réforme, je n'ai pas très bien saisi, est une réforme Jacques Lapointe, pressentie et brodélienne. Donc il faudra, selon vous, revoir les contenus et proposer un autre modelage. Et vous avez donc cité en dernier lieu, avant de parler de l'évaluation, qui est un facteur clé de toute réforme. On ne peut pas prévoir donc une réforme des curriculums ou bien de l'enseignement sans prévoir aussi son évaluation. Voilà, je vous remercie pour cet exposé. Et sans trop tarder, je pense que je vais donner la parole à mon collègue et néanmoins ami, M. Eshkout Mohamed, qui va donc nous parler, dont le titre de son intervention, c'est « Analyser et concevoir des outils didactiques par la recherche pour la formation ». Donc, je vous donne la parole. Vous avez également 15 minutes qui pourra s'étaler sur les 20. Merci de faire bref, chers collègues. Si on m'en montre un.
Tout à l'heure, on était très gentils avec le ministère de l'Éducation. C'est un invité. Bien, merci. Bonjour à tous. Et merci encore une fois d'avoir répondu présent et présent à cette réunion. J'ai intitulé ma communication, alors analyser et concevoir des outils didactiques par la recherche pour la formation. Alors, je le refais par cet intitulé que reprendre. Alors, d'abord, de l'existant en termes de formation. Tout à l'heure, d'avoir une idée sur ce que devient le master en termes de perspective. Mais alors, je ne prétends pas vraiment réinventer quelque chose parce que analyse et conception des outils didactiques, ça fait déjà l'intitulé d'un module qui a dû subsister il y a au moins 7 ans que j'avais pris en charge, et à chaque fois c'était donc une promotion avec une promotion mais avec de nouvelles expériences. Et donc c'est la raison pour laquelle voilà, j'ai intitulé Analyser et concevoir des outils didactiques pour inscrire quand même la suite de ma pensée par rapport à des propos dans lesquels je me retrouve. Alors, ceux qui ont été avancés ce matin par Jean-Louis Dufay, à travers le rapport recherche et formation. Bon, situation oblige, donc le contexte. J'inscris le discours que je vais verbaliser pour la continuité des deux événements que l'on a déjà organisés, à savoir les deux colloques organisés par l'ARDF en mai 2022, intitulé La discipline français en question, contenu disciplinaire, contexte institutionnel et progression curriculaire, puis en mai 2023, didactique du français et contexte d'enseignement du français, alors le regard croisé des recherches. Donc, ça fera bientôt 2 années. C'est passé beaucoup de choses entre-temps. Alors, de quelques préalables, c'est des évidences que je vais rappeler sur des fins didactiques. Alors, pour se constituer scientifiquement, en tant que champ de recherche, donc les didactiques du français, alors ont insisté sur la nécessité d'un travail épistémologique d'élaboration de concepts. Bien entendu, ça a été dit jeudi ce matin, avec à chaque fois des projets d'enrichissement de ces concepts par les spécificités des contextes d'enseignement et les expériences des uns, des unes et des autres. Et que le souligne la communauté des chercheurs en didactique, cette nécessité, alors elle est à chaque fois confortée par le discours de la recherche. Il faut dire par là que la fonction sociale de cette recherche, qui est une fonction destinée à décrire, à comprendre, à expliquer par le moyen d'une formalisation théorique l'activité de l'enseignement. Celles de l'apprentissage sont pour autant qu'elles soient interdépendantes dans une société, dans un système institutionnel donné. Alors il faut fournir des données, voire des solutions pour améliorer l'enseignement, pour améliorer aussi l'apprentissage du français. Donc d'être une discipline praxéologique selon l'expression de François Allais. Et de cette même optique, la didactique est conçue comme une épistémologie située. Alors une anthropologie de la transmission langagière, une pédagogie de la langue, une linguistique et une littérature appliquée, voire un ensemble d'activités, de pratiques langagières contextualisées pour les étudiants. On reprend l'intitulé d'un module programmé en semestre. Alors, les concepts et les modèles théoriques pour formaliser ces activités, rappelons-le, ne sont ni stables ni figés. Parler d'épistémologie, nous devrions
quand même rappeler que la transposition des savoirs afférents à l'activité est de plus en plus pensée. En termes de scolarisation, on ne fait que reprendre Nathalie Denis. Donc les raisons sont multiples. Je m'en citerai trois principales. Bon, les disciplines sont spécifiques par leur savoir, par la nature des savoirs savants. Les mathématiques ne seraient en aucun cas le français. Alors, développement de nouvelles exceptions du concept de transposition didactique avec de nouvelles alternatives, que permet entre autres le terme de scolarisation, et les différentes entrées, alors les différents modules qui servent de manière, je dirais, disproportionnée, déséquilibrée, qui servent d'entrée à la modélisation des savoirs et savoir-faire en vue de leur enseignement. Et je cite donc Bernard Schneller. Dans une perspective de recherche qui est la mienne, qui est celle de plusieurs d'entre nous, à la faculté des sciences de l'éducation, la conception d'outils didactiques par des enseignants est une entreprise, je le disais toujours, passionnante, enrichissante. Alors, elle favorise la réflexion, la co-construction des résultats de la recherche, et je vais en parler, la conception d'activités langagières suffisamment contextualisées et l'innovation pédagogique et, partant, l'efficacité de la formation de futurs enseignants. Alors, je l'ai annoncé il y a quelques petits moments, je vais parler de manière très succincte d'une expérience d'enseignement et je fais exprès de mettre la conjonction de coordination pour parler aussi de formation par la recherche pour répondre dans une première partie à une partie de mon intitulé. La mise en œuvre de la collaboration entre chercheurs et praticiens dans la conception d'outils didactiques permet de créer des ressources pédagogiques fondées sur des connaissances scientifiques susceptibles d'accompagner les enseignants pour qu'ils répondent en fait aux besoins du terrain, pour qu'ils répondent mieux aux besoins du terrain, au profil, ça a été souligné par Noël sur matin, vous avez pour comprendre le concept de contexte, donc la réalité psychocognitive en fait, le profil psychocognitif de l'élève, c'est ce qu'il y a en jeu, et donc pas nécessairement apprenant, c'est des élèves qui, comme le dirait Yves Rousseau, lorsque la situation didactique fait défaut, donc on a beaucoup plus à faire à des élèves qu'à des apprenants. Donc grâce aux nouvelles données que favorise l'interaction en classe, voilà, et l'interaction aussi d'un ensemble de dimensions. Cette collaboration assure que les outils développés sont à la fois théoriquement solides et pratiquement pertinents. Alors, voilà ce que je voulais en fait vous montrer. Ça, c'est un aperçu très succinct. Excusez-moi, j'ai éliminé tous les modules transversaux pour rester dans la matrice disciplinaire. Donc voilà ce que devient le master didactique du français après 4 sessions d'accréditation. Mais je fais pour visualiser un peu préoccupations, un certain nombre de préoccupations, un certain nombre d'orientations que je pourrais qualifier sans prétention de ma part de réfléchi. Alors pour rejoindre aussi les propos de Jean-Louis Dufayet, alors une telle forme pourrait prendre le rapport entre formation et recherche. Il y a là, alors ils sont dans l'ordre, c'est-à-dire avec des modules disciplinaires alors qui se proposent de rapprocher les étudiants, les futurs enseignants aussi de la matrice disciplinaire, donc didactique et discipline, alors du général en particulier, didactique du français, approche linguistique et didactique, approche didactique de la littérature, pratique langagère contextualisée, littératie numérique et didactique du français, transposition didactique, planification didactique et projet pédagogique, évaluation en didactique du français, didactique comparée et français langue de scolarisation,
méthodologie de la recherche en didactique du français, théorie et analyse des pratiques, conception des curricula et innovation didactique, théorie et analyse des pratiques d'enseignement du français, et je fais donc exprès de marquer analyse et production des outils didactiques programmés vraiment en avant-dernière phase de la formation, mais vraiment pour préparer les étudiants, donc futurs enseignants ou enseignants. Et donc je rappelle que nous sommes sur deux régimes. Alors le régime du temps simple, c'est-à-dire c'est des étudiants qui ne travaillent pas, et donc voilà, qui consacrent tout leur temps là à la formation, et dans le cadre du temps aménagé, alors qui est offert et conçu pour donc des enseignants de français de manière particulière, avec dernière escale, initiation à l'écriture de recherche en didactique du français. Voilà donc une idée, Jean-Louis, peut-être de petites choses dont on a parlé depuis ce matin dans ta conférence. Alors cette collaboration a comme avantage d'interroger le travail enseignant sous différents angles, à travers particulièrement les usages des outils didactiques en contexte, singulier comme pluriel, c'est possible, d'enseignement, et leurs effets sur les apprentissages des élèves. Cette pratique est donc ancrée dans une double perspective. Une perspective épistémologique qui vise à développer des modèles, des concepts destinés à analyser les pratiques de l'enseignant. Alors, une perspective interventionniste qui étudie le travail enseignant à travers les dispositifs, les gestes, les outils mobilisés en classe. Une expérience de formation, alors, que je partage avec vous, alors, dont ce module analyse des outils, analyser la conception des outils didactiques. Donc, à partir d'un corpus constitué d'une quarantaine d'articles afférents à la question des outils didactiques, en binôme, c'est la consigne, le travail, en binôme ou individuellement, l'article choisi par l'étudiant lui-même, alors il est lu, il est analysé, il est verbalisé en deux versions, écrite et orale. Alors sous forme de discours personnalisé, ça c'est une exigence structurée et réfléchie. Alors, deux ateliers à la suite sont déclenchés. Alors, un premier atelier réservé à l'analyse d'outils didactiques existants ou déjà expérimentés, c'est le cas. Et donc, ça permet une distanciation, une auto-évaluation et de développer la posture dite réflexive, avec la possibilité à chaque fois d'améliorer des choses au niveau des objets à enseigner, des activités et de leur planification. C'est encore un deuxième atelier, production de nouveaux outils didactiques à partir de situations didactiques donc, construites, nouvellement construites, c'est-à-dire que donc l'étudiant prend tout le temps nécessaire pour décrire le contexte, pour avoir quand même l'occasion de restituer du côté du discours officiel des orientations, de décrire les spécificités des élèves, c'est-à-dire leurs prérequis, leurs contraintes éventuellement, et donc les objectifs, etc. Et par là donc la proposition de ce qui pourrait contribuer à l'élaboration de dispositifs, que ce soit un cours, une séquence didactique ou autre. De quelques apports donc attendus à travers cette activité, l'observation et l'analyse des outils didactiques est un exercice poussant à examiner les fonctions attribuées à ces outils et les manières dont les enseignantes s'en emparent. Cette activité met en évidence la complexité de l'intégration des outils dans l'enseignement du français, qui ne dépend pas seulement de la disponibilité des ressources, mais aussi, il faut le souligner, des représentations que s'en font les enseignants. Les enseignants, voilà, qu'ils entretiennent avec le savoir et les contraintes institutionnelles donc, et pédagogiques qui s'imposent. Alors, la recherche après la formation
au-delà du travail en classe. Donc, parmi une dernière escale pour les étudiants, pour la possibilité de pousser plus loin quand même les acquis de cet exercice. L'extension de cet exercice est envisagée au niveau des projets de fin d'études, avec cette fois-ci l'objectif de mieux comprendre comment les outils sont conçus et utilisés en classe, quelle signification leur sont conférées par les enseignants, en situation d'observation de classe, et alors quelle signification leur sont conférées par les enseignants, quelle influence la discipline français exerce sur la conception d'utilisation des outils didactiques, et comment les traditions scolaires affectent les pratiques et les représentations associées aux outils. Voilà, j'ai pris un peu de temps, mais je l'ai fait de manière très hâtive, de visualiser un peu la récursivité du processus de la fabrique des outils, avec plein d'entrées à chaque fois dans ces mécanismes qui est en rotation continue, et il continuera à fonctionner. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bouchko, pour ce retour d'expérience d'un travail que nous faisons en équipe. Alors, je rappelle que Sonasta, dans l'initiatrice, est ici. Donc, tu peux voir un peu la progression et l'état de travail. Tout un travail assez important, je dirais. Et vous avez très bien remarqué que M. Bouchko a insisté sur cette collaboration qui se fait et par le grand travail que nous faisons faire à nos étudiants. Donc le travail par et pour les étudiants. Donc voilà. Donc tu as pu donc mettre en relief toute cette expérience riche d'expérience, de travail, et tu as pu mettre la parallèle avec l'intervention de M. Dufayli ce matin, à savoir le rapport entre la formation et la recherche. Et nous sommes donc dans cette équipe très bien placée pour justement mettre l'accent sur l'importance de cette dualité, mais en même temps donc, des passerelles qui existent entre les deux éléments, la formation et la recherche. Alors, le but étant bien sûr, de rapprocher les étudiants des enseignants et vice-versa. Et dans cette collaboration, il est donc permis à ces étudiants d'élaborer eux-mêmes leurs outils didactiques à travers des situations didactiques claires et réelles. Et c'est l'avantage donc de ce type d'approche. Alors, il est clair que d'après les modules que tu as cités, il est important de souligner l'importance de la lecture et de l'appropriation des étudiants du discours, de la recherche et sur la recherche, parce que ce sont de futurs chercheurs. Et il est aussi important d'insister sur le fait que la progression et je dirais bien la transformation didactique attendue de la part de ces étudiants à travers cette formation étant bien sûr de créer, de produire, d'élaborer et surtout de s'ancrer contextuellement et conjoncturellement, je dirais, dans la didactique du français en tant que langue étrangère, surtout dans le statut, il a bien souligné monsieur le directeur tout à l'heure, qui est improbable, ambigu, il a été entre le programme d'urgence et la vision stratégique. Maintenant, il est diffus. Bon. Merci beaucoup, M. Bouchko, et je passerai à quelqu'un qui nous vient du sud, comme dirait Amelberg. Elle n'est pas du sud, mais elle est de l'université Ibn-Zoro d'Agadir, une ancienne de la FSE, bien sûr,
qui va nous parler d'une thématique très intéressante, à savoir l'interculturel comme objet de formation initiale à l'ESEV, quels écueils épistémologiques. Donc, chers collègues, vous avez la parole. 10 minutes. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, merci de patienter, s'il vous plaît. Emma Bodian, je suis honorée d'être aujourd'hui parmi vous dans mon université mère. Et puis, je suis vraiment contente d'être associée à cette journée d'études et de rencontrer des spécialistes de la didactique des littératures que j'ai eu l'occasion de retrouver il y a quelques mois lors des 25e rencontres à Paris. J'ai été impactée ce matin quand ma collègue et amie Fatiha Mokhlis m'a demandé si l'intitulé de ma communication a été suggéré par Madame Soumeya Darnassi. En fait, ma communication se veut une problématique de la pédagogie de l'interculturel articulée à la formation pour rester dans le cadre de la journée des langues. Notre prise en charge du module Introduction à l'interculturel auprès des étudiants inscrits en S3 nous a permis de repenser les finalités assignées à la pédagogie de l'interculturel, mais aussi de prendre du recul par rapport au contenu qui figure dans les descriptifs de formation sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. Je ne vous cache pas que j'ai eu l'occasion de discuter avec Madame Hermassi il y a quelques mois en marge d'une journée d'études qui a porté sur la recherche en didactique au Maroc sur justement la pédagogie de l'interculturel. Et cette conversation m'a permis d'ouvrir des perspectives et de poser un certain nombre de questionnements que je soulèverai tout à l'heure. Mais donc là, je vous explique de façon plus détaillée les liens et la genèse de cette problématique. L'interculturel comme objet de formation initiale des enseignants de français à l'ESEV, quel écueil épistémologique? Avant d'aborder les contenus de formation, nous avons commencé par réinterroger la définition de l'interculturel comme elle figure dans le cadre de référence européen commun des langues. L'interculturel se définit comme une approche, un objectif essentiel de l'enseignement qui vise à favoriser le développement harmonieux de la personnalité et de l'apprenant et de son identité en réponse à l'expérience enrichissante de l'altérité en matière de langue et de culture. Il revient aux enseignants et aux apprenants de construire une personnalité saine et équilibrée à partir des éléments variés qui la composent. Nous pouvons retenir deux mots, l'altérité, dont a parlé Madame Hermassi ce matin, et la personnalité. Comment former la personnalité d'un citoyen? Il n'est pas facile, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait dans un processus, dans un cursus scolaire, universitaire, où plusieurs éléments de formation entrent en jeu.
Le multiculturalisme ou le pluralisme culturel se définit comme une addition de groupes culturels. Bien sûr, c'est une définition qui contrecarre ce qui a été dit par Martine Abdullah-Christel, qui remet en question la définition stéréotypée de l'interculturel comme elle apparaît dans le document que j'ai cité tout à l'heure. En effet, l'auteur parle de l'identité ou de la politique de la diversité qui a été citée par Édouard Glissant, bien sûr reprise par Hermassi, en disant que les références ne sont plus seulement celles du stable et de l'homogène, mais celles du changement et du complexe. L'imaginaire de l'identité racine unique est substitué à l'imaginaire de l'identité relation qui conduit au chaos monde, qui définit le choc des cultures dont nous n'avons pas commencé à saisir ni le principe ni l'économie. Contrairement aux auteurs comme Beako, Zarat, Michael Bryan, qui proposent des modèles et qui inscrivent l'interculturalité dans des approches communicatives, où l'enseignement se fait à partir des stéréotypes, à partir de clichés, à partir de l'exotisme interculturel, Martine Christel propose d'aborder l'interculturalité à partir de la diversité. Et donc la diversité va à l'encontre de l'altérité, et nous reviendrons sur ce point dans quelques minutes. Dans le CECRL, on suppose que l'enseignement du français ne peut se faire qu'à partir des stéréotypes archaïques et folkloriques qui retiennent et captent l'attention des élèves. Et là, nous nous posons la question suivante: comment peut-on enseigner la langue, la littérature, la culture à travers des clichés, à travers des stéréotypes qui ont été conçus préalablement? Bien sûr, en lisant attentivement ce document qui a des enjeux et des retombées politiques, nous avons relevé une panoplie d'approches qui permettent d'enseigner l'approche ou les approches interculturelles, dont nous retenons deux éléments: les jeux de rôle et les simulations, la sélection et production de textes qui illustrent de nouveaux domaines de connaissance de la civilisation. Donc on est encore une fois bel et bien dans des approches communicatives qui ont été bien sûr vivement revendiquées par Philippe Blanchet, qui dit que la littérature doit être évincée des approches interculturelles pour permettre au sujet, à l'apprenant, ce qu'il appelle l'apprenant, d'être un locuteur interculturel. L'enseignant qui produit des textes n'exploite aucunement les textes littéraires qui proposent à l'élève, au sujet lecteur, de réfléchir sur soi, sur son rapport au monde, sur son rapport à la culture et de se connaître véritablement. Pour rester justement dans la thématique de la journée, si certains chercheurs marocains sont enthousiasmés par rapport aux approches interculturelles, bien sûr, loin de nous l'idée d'être dans le jugement, d'autres chercheurs, Morer, Prieur et compagnie, portent un regard plus sceptique, plus critique sur les approches interculturelles. Bien sûr, ce sont les collègues de l'université Paul Valéry. Morer et Prieur ont coordonné un numéro qui porte sur Pensée CECRL. Tous les chercheurs qui ont contribué à ce numéro ont analysé les fondements et les limites de l'interculturel, mais aussi ils ont travaillé sur d'autres documents connexes au CECRL. Et là, nous en citons deux. Nous avons le portfolio des langues, le PEL, et
le CARAP. Le CARAP, c'est le cadre de référence pour les approches plurielles. Nous avons consulté ces documents et nous avons essayé d'analyser en filigrane ce qu'ils proposent comme ressources, comme démarche et comme méthodologie. En ce qui concerne le portfolio, nous avons remarqué qu'il contraint l'élève à la biographie langagière, le savoir lié segmenté, simplifié et traduit, in fine, une conception normative prescriptive. Un autre auteur, je citerai peut-être son nom dans notre diapo, revendique un retour aux sources du texte autobiographique littéraire pour remettre les didactiques des langues sur des pistes plus fructueuses. Donc au lieu de se limiter à ce qu'ils appellent la biographie langagière, il faudrait peut-être faire travailler les élèves sur des textes autobiographiques essentiellement littéraires pour leur permettre de mieux se connaître et de connaître les autres cultures. En ce qui concerne le CARAP, nous y avons trouvé plusieurs approches. L'approche interculturelle, la didactique intégrée des langues apprises qui vise à aider l'apprenant à établir des liens entre un nombre limité de langues, et le mot limité est inscrit en italique pour insister justement sur le caractère restreint des langues. L'intercompréhension entre langues parentes qui propose un travail parallèle sur plusieurs langues d'une même famille. Là, je rappelle qu'on est dans le contexte européen. Hein, et je m'interroge sur l'adaptation et l'adaptabilité de ces approches dans le contexte marocain. Parce qu'on ne peut pas travailler sur des mots de la même famille dans le contexte. Or, on peut travailler sur des langues en présence dans notre contexte, l'amazigh, l'arabe, dialectal et le darija et le français, non pas uniquement à travers, c'est-à-dire un travail essentiellement linguistique, mais par tous les textes littéraires qui constituent ces langues. Et puis un dernier point, l'aider aux langues qui inclut la langue de l'école et toute autre langue en cours d'apprentissage. Donc ces approches-là sont encore une fois spécifiques à un contexte européen que l'on ne pourrait pas transposer systématiquement sur le contexte marocain. Alors, un autre auteur, Emmanuel Antier, de l'université d'Okayama, propose de laisser tomber carrément la notion de savoir-être, puisque selon lui, elle a une portée maximaliste et totalitaire. Et là, bien sûr, en revenant à notre au texte de cadrage, on y retrouve une typologie de savoir, savoir-être, savoir-faire. Et là, ce sont les savoirs que l'on retrouve dans le curriculum. Et on s'interroge en tant que chercheur sur la validité de cette typologie des savoirs. Donc là, vous avez son article, la problématique éthique du savoir-être en didactique des langues. Là, je n'ai pas peut-être le temps de m'arrêter sur cette capture d'écran du CARAP, où là vous avez les compétences de négociation, se référer aux expériences interculturelles, etc. Ce sont des compétences que l'on vise à développer chez l'élève et qui sont, à notre sens, limitées. Comment former à l'interculturel dans le contexte marocain? Là, je me réfère rapidement au contenu des descriptifs de la filière. Et là, nous avons un descriptif qui a été fait en 2022 et qui a été reconduit. C'est-à-dire que les enseignants ou les décideurs qui ont été derrière ce texte institutionnel pensent et revendiquent la présence de ce module introduction à l'interculturel dans le cursus de formation des futurs enseignants. Vous avez une minute. Très bien. Comme si les autres modules disciplinaires n'étaient pas suffisants pour former l'étudiant à la diversité, à la vérité, etc. Donc, penser sa relation à l'autre, comprendre l'articulation entre l'interculturel et l'enseignement étudiant, ça ce sont les éléments que l'on forme, ou à quoi on forme les étudiants. Les contenus sont scindés en deux parties. Première partie, introduction générale à l'interculturel. Deuxième partie, elle porte sur la pédagogie de l'interculturel. En examinant la bibliographie qui est présentée, nous retrouvons uniquement trois références. Porcher, Prestel, Planet. Mais là, nous soulevons quand même la quasi-absence
des références bibliographiques portant sur la pédagogie, plutôt sur la poétique de la diversité ou la philosophie de la diversité. Nous pensons à Derrida, à Julien, à François Julien, à Hakebi, Édouard Glissant. Donc nous pensons que pour mieux former les étudiants à l'interculturel, il faudrait élargir les contenus et intégrer les textes philosophiques qui pourraient former, mieux former, je dirais, l'étudiant et plutôt le futur enseignant à la pédagogie de la diversité. Donc là, notre thèse est comme suit. Nous plaidons pour l'insertion de la littérature pour une interculturalité permettant au sujet, par l'empathie et la connaissance de soi, de s'ouvrir à la littérature du tout monde, là je reprends Glissant, en dialoguant avec les textes de son patrimoine oral et les textes littéraires qui constituent sa bibliothèque intérieure bilangue, plurilangue. Bien sûr, là je voudrais quand même soulever la thèse de Chloé Pellegrini dans son ouvrage qui circule publié en 2024, L'école publique, la construction des savoirs, identité et citoyenne. Eh bien, cet auteur, en effectuant des observations de classe, est indigné quelque part, puisqu'elle trouve que les textes littéraires en classe de français, en classe d'arabe, sont enseignés. Pour elle, les enfants sont, selon elle, déconnectés de la réalité. Comment peut-on supposer que les textes littéraires creusent des fossés entre l'étudiant marocain et la littérature. La littérature permet à l'élève, à l'étudiant, de mieux revenir à la réalité. Et là, je termine par cette conclusion, une citation qui montre un peu les enjeux idéologiques de l'interculturel de Derrida et Habermas. Dans un article, ils interrogent le concept du 11 septembre, etc., suite aux attentats que vous connaissez. Lorsque les intérêts politiques et économiques prévalent sur l'interculturel, le vivre ensemble en tant que doléance humaine demeure menacé. Lorsque les vérités closes et définitives priment sur les vérités relatives et incertaines, l'idéologique envahit la scène tout en menaçant l'épistémologie. Et je vous remercie de votre Je n'ai pas parlé de ce livre de Colès qui a été préfacé par Dufayis, qui justement intègre la littérature migrante, la littérature maghrébine, la littérature suisse dans les classes de français. Et je pense que là, nous avons besoin de faire des travaux dans notre contexte marocain et de publier des résultats d'enquête de travaux où la littérature de tout le monde pourra être expérimentée en classe. Donc c'est ça. Merci beaucoup, Madame Zahri.